Alors, donc bonjour. Moi, c'est Quentin. Je suis donc enseignant en activité physique adaptée au sein de l'entreprise APA de Géant. On est une entreprise de l'économie solidaire et sociale, donc on a un agrément ESUS. On est également certifié Prescriform et centre référence ressources du 91. Pour ces deux notions, on y viendra donc sur la deuxième partie de la présentation sur le dispositif Prescriform. Donc, on a intégré l'année dernière la maison de santé pluridisciplinaire d'Épinay-sous-Sénart, donc toujours dans le 91, où on a un label sport santé, on a notre salle sport santé. Donc, notre objectif premier, c'est de réduire les inégalités d'accès à la pratique d'activité physique adaptée. Donc, pour ça, notre principale mission, c'est la dispense d'activité physique adaptée, donc APA, dans toute l'Île-de-France, pour tous les publics aux besoins spécifiques. Donc aujourd'hui, comment ça se traduit? C'est qu'on travaille aussi bien en crèche avec des bébés, des ateliers de motricité, qu'avec des personnes âgées ou bien des personnes souffrant d'obésité, ALD, cancer, voilà, toute pathologie, handicap physique, mental, etc. Donc vraiment tous les publics qui sont demandeurs et à besoins spécifiques. Pour finir de présenter l'entreprise, on est aujourd'hui 12 salariés à temps plein et on est à minima licence, au niveau licence pro APA. Alors, pour la première partie de la présentation, donc du coup, on va vraiment se concentrer sur l'activité physique adaptée en lien, bien sûr, avec le cancer. Alors déjà, pour poser légèrement le cadre, à votre avis, quels pourcentages sont associés aux déterminants de la santé suivants? Donc, la santé, un terme très large. Hérédité, environnement, mode de vie, système médical. On a du 10%, 16%, 21, 53. Je fais quelques instants pour essayer d'associer ces pourcentages. Et du coup, pour les réponses, hérédité 16%, environnement 21%, mode de vie 53%, système médical 10%. Donc voilà, on peut jouer sur beaucoup de paramètres quant à la santé. Donc 40% des cancers résultent de l'exposition à des facteurs de risque liés à nos modes de vie et à notre environnement. Donc on peut prévenir concrètement 40% des cancers via le tabac, l'alcool, l'alimentation donc, et le surpoids. Voilà. Après, on baisse dans les pourcentages, le manque d'activité physique adaptée, l'allaitement, etc. Bien sûr, tabac, alcool en premier lieu. Alors, la majorité des patients réduisent leur activité physique après un diagnostic de cancer. Donc, ces patients qui sont atteints de cancer voient s'altérer plusieurs capacités, dont les capacités cardio-respiratoires et musculaires. Ça provoque un déconditionnement physique qui peut aboutir à un état d'intolérance à l'exercice, ayant pour conséquence une diminution de l'autonomie, de la qualité de vie, de l'estime de soi. Concrètement, on est dans la définition de la santé, le biopsychosocial, donc le physique, le mental, psychique et le social, et aussi toute manifestation physique et psychologique de la fatigue. Il faut savoir que 50 à 75% de ces patients n'atteignent pas les recommandations de l'OMS. Ils sont physiquement inactifs. Donc, les recommandations, c'est 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée par jour. Et 5 ans après le diagnostic de cancer, environ la moitié des patients déclarent des limitations dans leurs activités physiques au quotidien. Marcher, porter des charges, rester debout de façon prolongée, etc. Donc là, on est vraiment purement sur la qualité de vie. Alors, les effets de l'inactivité physique sur la genèse des cancers. L'inactivité physique favoriserait l'augmentation du risque de cancer par différents mécanismes, en particulier par ses effets sur la composition corporelle, excès de tissu adipeux, et le métabolisme de l'insuline. Chez les personnes obèses, IMC supérieur à 40, le risque de décès par cancer est augmenté de 1,5% chez l'homme et 1,6% chez la femme. D'autres mécanismes ont aussi proposé dans la genèse du cancer par l'inactivité physique, comme l'augmentation du stress oxydatif ou une altération des fonctions immunitaires. Dans le cas du cancer du côlon, l'activité physique accélère le transit et réduirait ainsi le temps de contact de la muqueuse avec les facteurs carcinogènes ingérés. Alors, il y a des bénéfices pendant et après le traitement par rapport à l'activité physique. Prévention ou la correction d'un déconditionnement physique, un maintien et
ou une normalisation de la composition corporelle, une réduction de la fatigue liée au cancer et une amélioration globale de la qualité de vie, une amélioration de la tolérance des traitements et leurs effets à moyen et long terme, un allongement de l'espérance de vie et une réduction du risque de récidive. Plus l'activité physique est initiée ou préservée pour ceux qui en pratiquent une tôt et maintenue dans la durée du parcours de soins, plus ces effets seront bénéfiques sur le patient. On va le voir un peu plus en détail avec des chiffres, mais il faut vraiment que ça s'inscrit sur la durée. Une pratique de faible niveau constitue toujours un acquis par rapport à un état sédentaire. Forcément, même si on fait un petit peu, c'est toujours mieux que si on passe du temps assis ou allongé. Alors voici les effets de l'activité physique sur la survie et les récidives de certains cancers, notamment le cancer du sein. Donc activité physique régulière, donc ça je vais bien insister dessus, d'intensité au moins modérée. Réduction de la mortalité toutes causes confondues, réduction de la mortalité spécifique, réduction de la récidive, et tous ces effets augmentent avec le volume d'activité physique et sont significatifs des 5 mètres/heure par semaine, soit environ 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou 30 minutes d'intensité élevée par semaine. Donc MET, Metabolic Equivalent of Task, c'est une unité qui lit le coût énergétique de la tâche. Il faut savoir que le métabolisme de repos, donc lorsqu'on est sédentaire, l'unité est de 1 mètre par heure. On aura un tableau un peu plus tard sur les différentes tâches, activités physiques et sportives pour voir à peu près à combien sont ces activités. Pour le cancer colorectal, réduction de la mortalité toutes causes confondues, réduction de la mortalité spécifique, et à nouveau, ces effets augmentent en fonction du volume d'activité physique, significatif à plus de 5 mètres/heure par semaine. Pour le cancer de la prostate non métastasique, réduction de la mortalité toutes causes confondues, de la mortalité spécifique et de récidive. Alors, voici un petit tableau sur le parcours, on va dire, aussi de l'activité physique pour la personne. Donc, dans un premier temps, il faut une certification, donc une contre-indication ou non à la pratique, s'il y a des situations cliniques particulières pour la personne. Ensuite, il y a le niveau d'activité physique, donc une EAP, évaluation en activité physique ou un bilan de conditions physiques, ça on y viendra un petit peu plus tard aussi. Et aussi savoir quelles sont les motivations et les freins de la personne à la pratique. Donc il faut savoir en fonction de ces résultats de cette approche, l'objectif final, c'est ce qui est en bas du tableau, pratique d'une activité physique régulière selon les repères suivants, 30 minutes de marche par jour, donc ça c'est les repères de l'OMS, et aussi 5 fois par semaine, travailler le renforcement musculaire, la mobilité et l'équilibre. Donc si la personne n'a pas de contre-indication, n'a pas de situation clinique particulière, pas de frein, pratique déjà une activité physique régulière, on va déjà tendre vers cet objectif. Bien sûr, il peut y avoir des freins ou un niveau insuffisant au niveau de l'activité physique. Donc, il y a un bilan fonctionnel plus un entretien motivationnel pour s'engager progressivement dans la pratique. Donc, ça aussi, on y reviendra un petit peu plus tard, plus en précision. Donc, on joue sur plusieurs paramètres pour que ça soit progressif. Et en dernier cas, si il y a vraiment une situation clinique particulière et un déconditionnement critique, le bilan fonctionnel est plus poussé, capacité physique, cognitive, sensorielle, avec toujours l'entretien motivationnel. Le programme supervisé est adapté à la situation clinique et aux limitations fonctionnelles. Alors voilà le petit tableau sur les activités. Qu'est-ce qu'une activité légère, modérée, soutenue? Donc en fonction de l'unité MET qu'on a vu tout à l'heure. On a des activités légères, inférieures à 3 mètres par heure. Faire le lit, repasser, se doucher, faire la vaisselle, voilà. On est en action, on fait de l'activité physique. Ce n'est pas du sport, c'est de l'activité physique. On n'est pas sédentaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas assis ou allongé, on met notre corps en mouvement. Donc c'est de l'activité physique. Mais ce sont des activités légères. Modérées, donc passer l'aspirateur, jardiner, des activités de loisirs. Soutenues, donc là, on commence à rentrer dans les activités plus sportives avec un petit tableau,
l'aviron modéré 7 mètres par heure. Voilà, les choses qui sont un peu plus cardio, où on court un peu plus vite, une moyenne de 12 km/h. Voilà, là on est à 12,5. Tai Chi plus à 4, comme c'est une pratique sur l'activité du corps, le ressenti du corps. Hop. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder tout ça. Donc voilà, activité, dépense énergétique, métabolique équivalente of task. Alors, l'impact de l'activité physique sur la mortalité par cancer du sein. Donc un petit tableau qui résume plusieurs études, 2016, avec des poules de patients, 993 pour le plus petit, 4826 pour le plus grand, qui prennent en compte cette dépense énergétique avec les MET en relation avec le décès et le risque du rechute. Donc, ce qui en sort, c'est qu'il y a une diminution du risque de décès par cancer du sein de 34%, réduction du taux de rechute de 24%, augmentation de la survie spécifique et de la survie globale. Et du coup, une activité physique au-delà de 8 à 9 mètres par heure est associée à une réduction de près de 50% du risque de décès par cancer du sein. Et le bénéfice en termes de survie à 5 et à 10 ans est alors de 4 à 6%. Donc voilà, faire une activité physique, là, réduit ici le risque de décès, le risque de rechute, et ces effets sont amplifiés si l'activité physique dépasse les 8 à 9 mètres par heure. Alors ici, on est sur l'activité physique et la survie des cancers du côlon, donc un peu la même idée au niveau des études, avec le risque de rechute, de mortalité. Il y a une corrélation entre la survie globale et spécifique et la réalisation d'une activité physique intense après les traitements. Diminution de la mortalité de 50% est retrouvée par une APA d'environ 18 mètres par semaine, donc en global, soit le double pour le cancer du sein. Ce bénéfice n'est pas retrouvé pour les cancers du rectum. Donc selon cette étude toujours de 2016, sport et cancer. Alors, il peut exister bien sûr des contre-indications à cette pratique. Fatigue extrême, syndrome infectieux sévère en cours d'évolution, anémie prononcée, plaquettes et leucocytes inférieures d'un certain seuil, suite précoce de chirurgie, décompensation d'une pathologie cardio-pulmonaire, dénutrition sévère, lésions osseuses, lytiques, du rachis ou des os longs. Donc bien sûr, il en existe d'autres, mais ce sont des exemples de contre-indications à la pratique d'activité physique. Ces contre-indications peuvent être temporaires et doivent être réévaluées régulièrement. Donc ce sont des choses, voilà, il y a cette contre-indication à cet instant T, mais ça va évoluer dans le temps. Et après, on pourra plus ou moins partir vers une activité physique. Mais à ce stade-là, elles n'interdisent pas les soins de rééducation qui peuvent mobiliser les articulations et entretenir la masse musculaire. Donc là, le terme est important, rééducation. Nous, enseignants en activité physique adaptée, on ne fait pas de rééducation. Ça, c'est le travail du kiné. On est dans le soin. Alors, pour la prescription d'activité physique, les bénéfices d'une AP chez les patients atteints d'un cancer sont bien démontrés et sont supérieurs au risque. Durant et après son traitement, le patient atteint d'un cancer doit éviter l'inactivité physique tant que l'activité physique n'aggrave pas ses symptômes. L'AP doit être personnalisée, raisonnée et adaptée à la condition physique, à l'état de santé et au risque du patient. Ça aussi, on sera en plus en détail tout à l'heure, c'est par rapport au bilan de condition physique, donc l'EAP, et aussi l'évolution des symptômes, bien sûr, et de la maladie. Le praticien, en lien avec l'équipe d'oncologie, doit adapter la prescription d'AP très régulièrement. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Durant la phase active de traitement, les patients peuvent avoir des périodes fluctuantes d'effets indésirables, nausées, asthénie, etc. Donc, à nouveau, fréquente modification du programme en activité physique. Mais il faut que celle-ci soit régulière, on ne s'arrête pas, on fait un petit peu, c'est toujours mieux que rien du tout. Alors, certaines évaluations médicales sont recommandées par rapport à tout ça, avant de pratiquer un programme d'activité physique. Évaluation médicale générale, donc évaluation des neuropathies périphériques et des morbidités musculo-squelettiques. S'il y a un traitement hormonal, une évaluation du risque d'ostéoporose et de fracture osseuse. En cas de métastase osseuse connue, une évaluation des risques de fracture. Et les individus avec des risques cardiovasculaires connus, il faut consulter un cardiologue. Maintenant, plus spécifiquement au site du cancer, il est recommandé pour le cancer du sein de faire une évaluation des
recommander des morbidités des bras et des épaules, bien sûr avant de travailler le haut du corps. Pour la prostate, évaluation de la force et de l'endurance musculaire en cas de traitement hormonal et évaluer systématiquement le risque de métastase osseuse avant toute AP à risque de traumatisme. Et pour finir le côlon, évaluation du comportement du patient concernant la gestion de sa stomie avant de s'engager dans un programme d'exercice plus intense que la marche. Donc là, c'est vraiment avec le chirurgien qu'il faut travailler pour la date. Alors, quel type d'activité, quoi faire pour pratiquer tout simplement. Donc déjà, c'est selon le niveau de la personne, toujours en lien avec le AP, évaluation en activité physique ou bilan de conditions physiques. On propose un reconditionnement, un entraînement à l'effort. Voilà, tout à l'heure, le kiné, c'était rééducation. Nous, enseignants en activité physique adaptée, c'est reconditionnement, entraînement à l'effort, réentraînement à l'effort. Donc l'APA est intégré dans le processus de soins où c'est individuel, personnalisé. Projet éducatif concerté, donc le patient est en lien avec le médecin et nous-mêmes. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. Et l'éducation thérapeutique centrée sur la modification des habitudes de vie. Certains d'entre nous, chez APA Géant, on est formés ETP, éducation thérapeutique du patient, où vraiment notre mission, c'est d'éduquer la personne à l'activité physique. Nous, on ne fait pas de prise en charge purement, on fait un accompagnement, c'est-à-dire qu'on accompagne les personnes vers l'activité physique pour but d'autonomiser les personnes dans leur pratique, de pratiquer de leur côté, chez eux, enfin voilà, d'augmenter cette quantité d'activité physique et réduire la sédentarité. Donc le programme est individuel et prend en compte donc, le biopsychosocial, donc la personne, ses capacités physiques, ses préférences en matière d'exercice, son état psychologique, ses attentes, la maladie, stade évolutif, traitement et leur tolérance, pronostic, et l'environnement, donc humain et technique. Il faut accompagner la personne pour qu'elle trouve son APA, sa façon de pratiquer, ce qu'elle aime faire, et qu'elle la retranscrive après dans sa façon de vivre. Et pour que ça soit régulier, toujours le même objectif. Donc voilà ce qui est préconisé, des activités aérobie. Au niveau de l'intensité, donc bien sûr elle est progressive en fonction du niveau de départ de la personne. Les séances 10 à 20 minutes dans un premier temps si la personne possède beaucoup de difficultés, et on peut aller jusqu'à 40-60 minutes avec les échauffements, temps de récupération, exercice de détente, relaxation. 2 à 5 séances, enfin voilà, là c'est des chiffres, mais ça dépend vraiment de la personne, du bilan de conditions physiques. Et en groupe ou individuel. Là, ça dépend aussi des besoins de la personne. Certaines personnes préfèrent pratiquer en groupe, d'autres préfèrent seul. Donc, on vise à rendre le patient autonome pour que l'activité physique s'inscrive dans la durée. Donc, c'est le but de l'accompagnement. Alors, les prescriptions d'AP et sportives chez les patients pendant et après le traitement de cancer. Donc, bien sûr, les activités physiques de la vie quotidienne à faire tous les jours, comme la marche, monter des escaliers, faire du jardinage. Donc voilà, on met son corps en mouvement, c'est de l'activité physique. Des activités physiques d'endurance, 3 à 5 jours par semaine. Des activités physiques de renforcement musculaire, 2 à 3 fois par semaine. Et d'assouplissement. Bien sûr, avec une progression lente et réadaptée en fonction des symptômes et de l'évolution de la maladie. Donc, par rapport, voilà, si augmentation de la fatigue ou apparition des symptômes péjoratifs à l'AP, les différentes composantes FIT-VP de l'AP doivent être réduites à des niveaux mieux tolérés. Donc, FIT-VP, fréquence, intensité, temps, type, volume, progression. Donc, voilà, on joue sur tous ces paramètres pour moduler notre programme en activité physique adaptée. Alors, les repères pratiques. Du coup, lorsque c'est possible, l'objectif est l'adoption d'un mode actif équivalent aux recommandations pour la population générale. Voilà, notre parcours, c'est de tendre vers ces recommandations générales. Donc, réduire le temps de sédentarité, au moins 30 minutes d'exercice cardio-respiratoire par jour, du renforcement musculaire, de l'assouplissement, et pour les personnes âgées de plus de 65 ans, de l'équilibre en lien avec la marche et le risque de chute. Alors, les messages clés à retenir. En prévention primaire, 30 à 60 minutes d'AP modérée à intense par jour permet de réduire le risque de cancer colique de 25 à 50%. Résultats similaires retrouvés pour cancer du sein, de l'utérus et de la prostate. Il existe toujours un effet dose, c'est-à-dire que ce bénéfice augmente avec l'intensité
de l'activité physique. Chez les patients atteints d'une pathologie cancéreuse, la pratique d'une AP améliore donc la qualité de vie, diminue la fatigue, les récidives et améliore la survie. L'AP est le seul remède contre la fatigue. Pour être efficace, l'APA doit respecter les critères d'intensité, durée, fréquence, voilà, ce que je vous ai dit là à l'instant, et elle doit être proposée dès la consultation d'annonce et tout au long du parcours de soins. Activité physique vraiment régulière pour obtenir des bénéfices. Donc, du coup, j'en viens au dispositif Prescriform. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que nous, à Pas de Géant, on était certifiés Prescriform et Centre Référence Ressources 91, pardon. On va aller un peu plus en détail. Donc, ce dispositif, donc, il est né forcément avec la loi Sport sur ordonnance du 26 janvier 2016. Le médecin traitant peut prescrire une activité physique aux patients en ALD. Donc après, il y a eu le décret d'application en décembre 2016 et l'instruction en mars 2017 qui donne un guide sur les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée, donc prescrite par le médecin traitant. Alors, petit tableau qui définit les domaines d'intervention des différents professionnels de la santé et du sport. Donc, on a au-dessus les limitations que peuvent posséder les personnes, les patients. Donc, aucune limitation, minime, modérée et sévère en rouge. Et les différents professionnels de santé et du sport, masseurs, kinés, ergo, psychomotes, enseignants en APA, éducateurs sportifs, ceux qui possèdent un certificat ou un diplôme fédéral. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est pour les personnes qui possèdent des limitations sévères. Donc, c'est plus le champ du soin, donc masseur, kiné, ergo, psychomote. L'enseignant en activité physique adaptée peut intervenir pour épauler le soin dans ce domaine. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ceux qui n'ont pas la licence Pro APA, donc éducateur sportif, certificat, diplôme fédéral, ne peuvent pas travailler avec des personnes qui ont des limitations sévères. Ils peuvent travailler avec des personnes qui ont des limitations modérées, mais dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire. Voilà, donc c'est vraiment qu'avec les enseignants en activité physique adaptée, on peut faire un travail pluridisciplinaire pour prendre en compte des personnes qui ont plus de difficultés, de limitations. Alors, le dispositif Prescriform, il s'adresse aux patients donc, en ALD, souffrant d'une obésité ou d'une hypertension artérielle, et il existe des supports comme la plateforme téléphonique. Ça, je vais y venir juste après. Donc, par rapport au dispositif Prescriform, donc déjà, si on ne connaît pas beaucoup, il y a sur le site de l'ARS le guide pratique pour le médecin et le guide pratique pour le patient. Donc, c'est un guide qui va résumer ce que je vais vous présenter tout de suite. Vous pouvez retrouver les documents sur le site de l'ARS, donc avec les mots-clés Prescriform. Alors, tout commence avec la visite par le médecin, où le médecin va prescrire, donc il y a le carnet de suivi du patient, qui fait vraiment le lien entre le patient, le médecin et l'enseignant en activité physique adaptée. Le médecin, dans un premier temps, va remplir, donc il y a son espace médecin, il va faire sa fiche de prescription, donc à ma gauche, et le certificat d'absence de non-contre-indication. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, 2 cas peuvent se présenter. Donc, soit le médecin connaît bien le dispositif et les acteurs de l'APA aux alentours, donc il va s'aider de la plateforme téléphonique et du site lasantéparlesport.fr, je vais expliquer aussi juste après, pour aiguiller la personne vers des professionnels en APA pour leur pratique. Donc, pour expliquer ce qu'est le site lasantéparlesport.fr, c'est un site qui va référencer les centres références ressources, les clubs sport santé et les structures sport sur ordonnance. Les clubs sport santé, donc il faut savoir que ces clubs, eux, s'autoproclament club sport santé. Donc du coup, par rapport à ça, il y a une vérification du centre référence ressources. Il y en a 2 par département, nous on est un des 2 du 91. Les clubs certifiés, eux, sont validés par l'ARS, Agence régionale de santé,
et la DRJ-SCS, donc qui est la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc, ce qui est en bas à gauche du tableau, donc le cas où le médecin connaît le parcours. Pratique non encadrée, ça veut dire que concrètement, c'est une séance où c'est pas de l'APA, c'est la personne qui vient proposer une séance d'activité physique, mais qui connaît pas les problématiques de la personne, qui s'y intéresse pas trop, voilà, qui fait sa séance et qui repart. Les clubs référencés, donc voilà, on est sur les clubs qui s'autoproclament, sport sur ordonnance, donc il y a une vérification du centre référence ressources. Et là, club certifié, donc là, c'est vraiment voilà l'ARS qui dit que la structure est apte, qui est sûre pour l'activité physique adaptée. Donc dans le cas numéro 2, donc là, le médecin ne connaît pas trop le dispositif prescriforme, et il va tout simplement aiguiller la personne vers le centre référence ressources. Et c'est donc CRR, centre référence ressources, qui va aiguiller la personne donc pour faire l'EAP, évaluation en activité physique adaptée, et l'aiguiller vers des programmes passerelles ou des structures pouvant proposer des programmes d'APA. Donc sur le terrain, nous ça fait 1 an qu'on est sur la maison de santé d'Épinay-sous-Sénart. On travaille en interne avec 5 médecins. Donc il y a 5 médecins dans la maison de santé. Aujourd'hui, il y a 2 à 3 personnes par semaine qui viennent nous voir pour une EAP. Donc on fait l'évaluation. Après, on la dirige vers une activité physique. Donc forcément, on va la diriger vers nous-mêmes parce qu'on a une autre salle sport santé. Et si on rajoute aussi les médecins de l'extérieur, aujourd'hui, donc au bout d'1 an, on est entre 5 et 8 personnes par semaine qui viennent nous voir pour ça, d'accord? Et ça fait croître. Et dans notre salle sport santé, pour donner une petite idée, on est à 11 heures par semaine, donc 11 créneaux d'1 heure pour de l'APA avec des groupes de 6 personnes. Et on rajoute ces évaluations en activité physique adaptée, les rendez-vous pour aiguiller les personnes, etc. par rapport à l'activité physique adaptée. Donc voilà, pour résumer, cas numéro 1, le médecin connaît le dispositif, il s'aide de la plateforme téléphonique. J'ai le numéro si vous le voulez, qui est basé à Fontainebleau pour aiguiller les personnes et la santé par le sport. Il aiguille les personnes, les patients vers l'activité physique. Ou il connaît pas trop le dispositif et là il aiguille vers le centre référence ressources qui lui donc fait ce travail-là. Alors, du coup, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'évaluation en activité physique. Donc, c'est un examen ou une épreuve standardisée et étalonnée permettant d'évaluer les aptitudes physiques, psychologiques chez un individu. Ces résultats se réfèrent à une norme établie à partir d'une étude validée scientifiquement. Les résultats des tests vont permettre à l'EAPA, donc enseignant en activité physique adaptée, d'avoir des indications objectives sur la condition ou les aptitudes physiques de la personne pour la mise en place d'un programme d'APA, donc pour avoir son niveau de départ. Ces tests, à chaque fois, sont réalisés au début, à la moitié du programme et à la fin, donc pour voir les améliorations. Donc, sans trop venir en détail, on a un test d'endurance, de force, de souplesse, d'équilibre, et au niveau des tests de questionnaire, c'est estime de soi et Ritchie-Gagnon qui quantifie l'activité physique de la personne dans la semaine. Donc voilà les outils par rapport au dispositif prescriforme, le carnet que je vous ai présenté, donc où il y a vraiment l'espace du médecin, l'espace du patient et l'espace de l'enseignant en activité physique adaptée. Donc pour l'espace du patient, il peut noter ses temps de sédentarité, ses temps d'activité physique pour se rendre compte, oui ou non, s'il progresse dans cette pratique, et l'espace de l'EAPA qui recense les tests. Donc voilà, on écrit le résultat des tests et on voit les progressions à la moitié et à la fin. Donc c'est vraiment l'outil qui lie l'EAPA, le médecin et le patient. Et l'autre outil, le site La Santé par le Sport, qui recense, donc je répète, les centres références ressources, les clubs sport santé et toutes les structures sport sur ordonnance qui proposent donc de l'APA. Tiens, à l'envers, c'est sûr, ça revient en arrière. Hop. Donc voici un peu comment ça se présente. On voit pas grand-chose, mais c'est pour donner une petite idée.
Donc ici, on est sur les clubs sport santé avec les structures, les adresses, des numéros de téléphone. Comme ça, on les contacte et on peut aiguiller les personnes, les patients vers ces structures pour pratiquer. Merci de votre attention. Pour le micro, non, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, au niveau de la sécurité sociale, pour le moment, malheureusement, il n'y a pas de remboursement. Commence à en parler pour courant 2021, mais c'est au niveau de la mutuelle, il peut se passer quelque chose. Ça dépend du contrat que la personne va avoir et ça prend en charge une partie. Faut savoir que, donc forcément, là, il y a une petite prise en charge de la mutuelle, mais nous, au niveau de l'activité physique adaptée, ce qu'on voit dans notre salle, voilà, on propose donc sur le AP, évaluation d'activité physique. Suite à ça, on propose aux personnes des cartes de 10, de 20 ou de 40 séances. Et la plupart du temps, les personnes demandent des cartes de 40 séances. Et ils s'investissent, en payant aussi, ils s'investissent dans leur programme, dans leur suivi. Donc, ils s'investissent vraiment. Après, nous, par rapport à notre société à pas de géant, comme on a une petite subvention de l'ARS, on utilise une partie de celle-ci pour aider les personnes qui sont dans un état plus précaire. Donc, on fait ça avec le score EPIS, donc pour évaluer le niveau de précarité de la personne. Et en fonction du score, on peut aider la personne financièrement. Mais actuellement, donc là, c'est vraiment propre à nous. Mais sinon, c'est la mutuelle, ça dépend du contrat et c'est une petite partie. Sur les séances d'activité physique, nous, on est... Alors, ça dépend de la carte sur laquelle on prend, mais on est à peu près à 40-50 € de l'heure. Ça dépend de la carte qu'on peut prendre. Oui. Alors, une charte de fonctionnement. Alors, donc nous, on a un niveau licence pro APA. Donc, on a des connaissances générales, on va dire, sur les différentes pathologies. On n'a pas vraiment de charte écrite, etc. Mais voilà, on est une équipe où on échange beaucoup entre nous sur la prise en charge. Et forcément, lorsqu'on a des connaissances, bien sûr, mais lorsqu'on prend pas en charge, lorsqu'on accompagne les personnes, bien sûr, on se documente aussi beaucoup pour approfondir ses connaissances. Mais on a déjà un niveau de base avec la licence. C'était plus sur la confidentialité par rapport à la maladie du patient. Est-ce que vous êtes au courant du dossier patient? Ah oui, bien sûr, on est au courant du dossier parce qu'on travaille avec les médecins. Et justement, c'est vraiment ce lien qu'on définit avec le patient, avec le médecin et nous-mêmes. Donc bien sûr, on connaît toutes ces données pour prendre en charge la personne, pour accompagner la personne. Est-ce que... Bien sûr, donc nous on intervient dans toute l'Île-de-France, donc que ce soit sur les structures ou même chez les personnes en individuel. Donc on se déplace vraiment chez la personne ou ils viennent dans notre salle. Donc pour ceux qui ont des difficultés pour se déplacer, on se déplace tout simplement. Il y a des activités, là le plus loin qu'on est, donc nous on est dans le 91, et le plus loin qu'on est, c'est à Goussainville. Donc, vous voyez un peu toute l'Île-de-France, on se déplace, ça nous fait pas peur. Du coup, par rapport au Covid, pendant le confinement, on a proposé gratuitement des séances d'APA sur notre Facebook Live. On a aussi, du coup, ça nous a permis de mettre un pied avec cet outil, la visioconférence. Et là, aujourd'hui, pour les personnes qui ont aussi du mal à se déplacer, on propose des séances en visioconférence. Donc là, dans notre planning, on a les séances où on se déplace, mais aussi on a quelques séances en visioconférence. Donc maintenant, c'est un outil qu'on a testé malgré nous, on va dire, pendant le confinement. Ça plaît aux personnes. On peut tout de même travailler dans de bonnes conditions pour corriger les personnes, etc.
Donc, on le fait, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Bonjour. Bonjour, comment ça se passe avec les médecins? Parce que moi, par exemple, j'ai un médecin généraliste, il m'a jamais proposé ALD. En 15 ans, il m'a jamais proposé du sport sur ordonnance. C'est pas un vieux médecin au fin fond de... D'accord. C'est quelqu'un qui est sportif aussi. Alors, quelle communication entre le sport sur ordonnance et les médecins? Je me pose la question, vraiment. Donc déjà, voilà, la communication, c'est aussi un peu avec l'argent le nerf de la guerre, on va dire. C'est que déjà, c'est relativement récent. Dispositif prescriforme, c'est avec la loi sport sur ordonnance donc de 2016, entrée en vigueur en 2017. Donc voilà, 3 ans, c'est quand même relativement récent. Au niveau de la communication, du coup, chez nous, donc j'ai un collègue, Anthony Filin, qui s'occupe du développement aussi de tout ça. Donc ça a commencé chez nous, parce que même les médecins de notre maison de santé ne connaissaient pas le dispositif. Donc on leur a présenté, ils étaient intéressés. Maintenant, on travaille comme ça et ça marche super bien. Mais voilà, c'est un dispositif. Voilà, on essaye d'en discuter. C'est l'occasion aussi, voilà, dans ces congrès, d'en discuter, de promouvoir un peu ce dispositif. Après, voilà, on travaille vraiment là-dessus pour le faire connaître en Île-de-France, ce qui est pas, je pense, pas très connu encore à ce jour. Et après, alors, du coup, c'est pas moi qui suis chargé de développement sur le dispositif prescriforme, mais de ce que j'ai entendu, comme je vous ai dit, on échange beaucoup dans l'équipe. Il y a des médecins qui se plongent dans l'affaire. Voilà, qu'est-ce que c'est prescriforme, on va essayer, etc. Mais il y a d'autres personnes, voilà, qui veulent peut-être pas entendre parler de l'activité physique adaptée, qui continuent de prescrire leurs médicaments et voilà. C'est un peu les deux profils de médecins qu'on va avoir. Oui. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai vu que pendant la maladie, il fallait mettre son corps au repos. Il était déjà assez, voilà. Et les traitements de chimiothérapie très lourds font que parfois on va du lit au fauteuil, du fauteuil. C'est un ostéopathe qui m'a dit, à un moment donné, lors d'une récidive, d'aller quand même s'inscrire tout de suite dans une salle de sport. Ce que j'ai fait. Et c'était possible. C'est exactement ça. C'est que c'est quand même aussi relativement récent où j'ai mal, je m'arrête. C'est pareil pour les problèmes de dos. Là, on commence à aussi avoir des pubs. Comment on récupère du mal de dos? C'est par le mouvement. C'est pas parce que j'ai mal, je suis bloqué qu'il faut rester alité ou sédentaire. Ça va aggraver la chose. Donc effectivement, en fonction de la personne, s'il n'y a pas de contre-indication par le médecin, on peut faire. Que ça soit un petit peu, comme je dis, un petit peu, c'est toujours mieux que d'avoir un comportement sédentaire. Donc voilà, c'est ça l'objectif de nos missions en tant qu'enseignants d'activité physique adaptée. Promouvoir le mouvement. Bonjour, c'est pas une question, c'est juste une réflexion. On a l'impression quand même qu'il y a un gap qui grandit sans cesse entre ce qu'on est capable de proposer dans les établissements aux patients, de l'activité physique adaptée, des soins d'esthétique, l'accompagnement par la psychologue, la diététicienne, etc. Et quand le patient arrive au terme de ses soins, il se retourne en ville. Et la psychologue, c'est payant, le diététicien, c'est payant, l'activité physique, c'est payant. Et voilà, enfin, c'est impossible pour les patients. Une consultation de psychologue, c'est 60 €, un APA, c'est 50 €, une consultation de diète, c'est pareil. C'est juste impossible. Enfin, c'est possible certainement pour quelques patients, mais c'est pas la majorité. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas de solution, mais je suis tout à fait d'accord. C'est compliqué d'avoir le suivi à long terme aussi par rapport à tout ça, parce que les prestations deviennent de plus en plus payantes, moins en moins aidées, mais ouais, je suis d'accord. Alors, juste si je peux me permettre, ouais. J'ai peut-être pas compris, mais si on entre dans le dispositif prescriforme, c'est remboursé ou pas? Du coup, non, la sécurité sociale, non, la mutuelle peut en prendre en charge une petite partie. La sécurité sociale commence à sans pourparler, ça commence à en discuter pour peut-être courant 2021, mais voilà, il y a rien de sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors moi j'ai une dernière. Est-ce qu'on sait à peu près aujourd'hui sur le dispositif prescriforme combien de médecins, voilà, si le dispositif est développé, combien de médecins l'utilisent, une idée ou pas du tout? En Île-de-France, hein, pas. Je sais qu'il y a d'autres dispositifs dans d'autres régions, mais en Île-de-France, les médecins, Alors, comment? là, je suis désolé, moi-même, j'ai pas l'information. Du coup, moi, je peux laisser après des petites plaquettes d'APAT géant pour discuter aussi avec Annabelle Grousset, la présidente, et Aude Jacquemart, la directrice exécutive, qui ont voilà ce genre de données. Et aussi voilà mon collègue Anthony Filin, qui lui est beaucoup plus sur le dispositif prescriforme. Parce que c'est voilà normalement voilà pour répondre aussi aux attentes, la présidente et la directrice exécutive ainsi qu'Anthony Filin devaient être là aujourd'hui, mais aujourd'hui on a la visite de la ministre du Sport qui est pour voir nos activités, comment on travaille, si ça plaît, pour tourner un petit film, etc. Donc c'est pour ça que j'ai été sollicité pour accomplir cette mission. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui. Ah. D'accord. Après, aussi, bon, ça rentre aussi peut-être un peu en dehors du dispositif. Non, même pas. C'est que on a, nous, certaines activités donc qui sont sous-traitées, mais les sous-traitants ont des subventions. C'est-à-dire que les personnes vont pratiquer. Par exemple, moi, je fais de la marche active sur Vincennes avec un groupe de personnes âgées qui payent que 45 € pour 12 séances. Donc, du coup, voilà, comme il y a une partie qui est prise en charge par une subvention, c'est avec la mairie de Paris, l'association OLM, est-ce qu'elle n'a pas de liberté mobilité, là, ils payent moins cher. Aussi, on fait des activités gym et randonnée et marche nordique, pardon, avec le réseau Ronde qui, eux, ont des financements. C'est pour ça aussi que c'est moins cher. Enfin, voilà. Après, faut trouver ces activités. Je dis pas que c'est facile, mais il faut trouver ces activités que peuvent proposer les personnes qui ont des subventions. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on a un petit financement qu'on propose aux personnes avec le score EPIS. Donc, ceux qui ont le moins de sous, on l'évalue, on quantifie et on les aide par rapport à ça aussi. Mais bien sûr, c'est pas tout le monde, c'est pas voilà, ça reste un coût, je suis d'accord. Mais voilà, nous de ce qu'on voit dans notre société, les personnes qui viennent, après ça dépend de là où on est, mais ça te dérange. Enfin, c'est pas que ça te dérange pas, mais ils payent leur séance, ils sont contents de venir. Voilà, ils payent, ils sont inscrits dans leur activité, dans leur projet. Et voilà, et ça continue. C'est que 1 an, donc voilà, à voir si on arrive à voir après les personnes sur 2, 3, 4, 5 ans et vraiment du régulier à très long terme. Oui. Non, il n'y a pas d'adhésion. On n'est pas une association, on est une entreprise. Donc il y a pas d'adhésion. C'est voilà, il y a le AP. Donc nous, ce qu'on met en place, c'est qu'il y a une EAP, donc l'évaluation d'activité physique, qui est de 30 €, mais qui devient gratuite si la personne s'engage sur 10, 20 ou 40 séances. Voilà. Mais il n'y a pas de frais d'adhésion. Alors, déjà, il y a une différence en termes de diplôme. Le APA est un minimum licence 3 APA. Éducateur sportif, c'est licence 2. Donc ça, c'est juste au niveau des diplômes. Donc, il y a plus de connaissances au niveau de l'EAPA et on va plus déjà prendre en compte la personne dans sa globalité, les limitations fonctionnelles, ce qu'elle aime faire. Voilà, on est vraiment dans ce projet par rapport à l'activité physique. Alors, je dis pas que l'éducateur sportif ne fait pas ça, mais c'est très rare. Lui va être là, il va venir proposer son activité et repartir.
il n'y a pas de bilan de condition. Donc, on peut faire des séances toute l'année, mais du coup, s'il n'y a pas de bilan, on ne sait pas quand on a progressé ni comment. Que nous, voilà, on teste toutes les 12 séances. Enfin, voilà, ça dépend des protocoles, mais on teste 2 à 3 fois dans l'année pour voir si on a progressé au niveau des muscles, au niveau de l'équilibre, au niveau de l'endurance. Voilà, c'est dans cette logique-là. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Ben, je vous remercie. Donc on finit avec